Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science. Foire aux questions pour laquelle j'accueille aujourd'hui Ronan Alain. Ronan, bonjour. Bonjour. Donc Ronan, tu es maître de conférence muséum au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et chargé des collections du musée. Et aujourd'hui on t'accueille dans le contexte de notre série d'interviews sur les dinosaures de France. Et on va parler un petit peu aujourd'hui déjà de ta carrière, puisque durant ta carrière, tu as eu l'occasion d'étudier de nombreux spécimens de dinosaures français. Et on va aussi évidemment parler de Anjac, puisque tu es le directeur des fouilles, c'est ça, à Anjac? Ouais, je coordonne un petit peu les fouilles au niveau scientifique pour dire les choses comme elles sont. Après, c'est vrai que sur la fouille elle-même, on est avec Jean-François Tournepiche, on est tous les deux vraiment entre logistique et coordination scientifique. D'accord, donc coordinateur des fouilles. Bon alors, première question un peu classique. Comment tu en es venu à la paléontologie? Ça t'est venu sur le tôt, sur le tard? Alors, la paléontologie, par goût, ça m'est venu sur le taux. Je sais pas, je suis d'abord passé par les sciences de la Terre, puisque je suis plutôt géologue de formation. Donc j'avais, quand j'étais, on va dire petit, pour dire bien les choses, j'aimais déjà pas mal tout ce qui avait trait à l'archéologie, mais aussi beaucoup à ce qui était sciences de la terre et puis ramasser des cailloux par terre. Donc ça, c'est vrai, une vraie passion de petit garçon. Et puis bah, après, au fur et à mesure, au cours de mes études, j'étais plutôt porté sur les sciences finalement que sur les matières littéraires. Donc je me suis vraiment tourné vers la paléontologie plus que vers l'archéologie, puisque à cette époque-là, l'archéologie était vraiment une science par laquelle on arrivait par un cursus littéraire. Et puis bah donc la géologie, donc je me suis spécialisé très vite puisque à Paris 6 à Jussieu, dès la deuxième année de DUG, à l'époque il n'y avait pas encore de licence, hein, donc c'était la deuxième année de licence, mais pour nous c'était la deuxième année de DUG. On avait déjà des spécialisations en géologie, donc j'ai pu intégrer cette spécialisation. On était déjà plus de 40. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer l'année suivante le magistère interuniversitaire, donc j'étais auditeur à l'école normale supérieure sans être normalien. Et donc là, on n'était plus que 12 dans la promo. Donc c'est vrai que des conditions assez sympathiques pour travailler. Et puis, bah voilà, c'était de la géologie, surtout de la géologie profonde, je veux dire. C'était encore très axé physique et géophysique et mathématiques. Et j'avais toujours ce côté un petit peu naturaliste et terrain, ce qui fait que j'étais plus intéressé par des disciplines comme la pétrologie, la stratigraphie la paléontologie pour le peu qu'on en faisait. Et puis bah, de fil en aiguille, quand on nous a demandé de faire des stages de terrain, j'ai pu faire un premier stage de paléontologie à Montpellier avec Henri Capetta sur des requins. Et puis l'année suivante, Philippe Taquet au muséum m'a proposé de travailler sur les dinosaures du Laos. Et c'était bah, il y a presque 20 ans, pas jour pour jour, mais à quelques mois près. Donc bah, ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler au muséum et j'ai réussi à décrocher un poste. Donc en 2007, puisque j'ai fait ma thèse de 98 à 2002 sur les dinosaures carnivores, les mégalosauridés du Jurassique d'Europe et en particulier de France, avec la découverte de Dubroyosaurus. Et puis après, il y a eu, bah, comme tout le monde, les années un petit peu je vais pas dire de galère, puisque c'est des années où on est vraiment scientifiquement, où on travaille beaucoup, donc c'est vraiment la partie peut-être la plus sympa d'une carrière au niveau scientifique, mais c'est peut-être la moins facile d'un point de vue pécunier. Donc voilà, j'étais ATER à Rennes, après j'étais ATER à Rouen, après je suis parti 2 ans grâce à une bourse de chez Schlumberger, de la Fondation Détreil, puis de l'Agence universitaire de la francophonie. Je suis parti 2 ans au Maroc avec ma petite famille. Et puis je suis rentré en France un an que j'ai passé au chômage avant de réussir à avoir un poste au muséum. Et voilà, donc depuis 2007, je suis maître de conférence à Paris au muséum. Donc tu as travaillé en tant que donc c'était pendant ta thèse, tu as travaillé donc sur les mégalosauridés d'Europe et c'est là que tu nous as dit tu as découvert enfin pas découvert mais décrit Dubreuillosaurus et il me semble que tu as aussi travaillé sur Poekipleurodon, c'est ça? Poikilopleuron. Poikilopleurodon. Poikilopleuron, ouais.
Sur les dinosaures de France, bon, les premières études que j'ai faites, c'était sur le Laos, donc il y avait eu la description avant d'un sauropode Tangvaiosaurus. Puis après, effectivement, on travaillait à cette époque-là sur le grand site, qui se trouve dans le bassin d'Aix-en-Provence, à la Boucharde. Et donc, à la Boucharde, on avait une faune du Crétacé supérieur tout à fait typique. Et au départ, ma thèse devait porter sur le rhabdodon. Et puis en fait, à peu près au même moment, il y a eu d'autres découvertes de rhabdodon, en particulier du côté de Montpellier. Et donc c'est Marie Pincemaille qui a fait sa thèse sur rhabdodon. Donc il s'est trouvé que j'ai changé rapidement de sujet de thèse. C'était pas la peine de se mettre à deux sur un même sujet de thèse. Marie avait commencé un an avant moi. Et puis donc on devait commencer sur les faunes du Crétacé supérieur de France, de théropodes, hein, donc de carnivores de France. Donc j'ai réussi à décrire lapsus, petit Pyroraptor, donc le petit droméosaure du bassin d'Aix-en-Provence. Et puis, en fait, un mois après le début de ma thèse, on est parti avec Philippe Taquet, donc effectivement en Normandie, parce qu'on avait été appelé donc par Monsieur Dubreuil, qui avait fait une découverte quelques années plus tôt. On a été sur le terrain et en fait, en très peu de temps, en une journée ou deux, on avait commencé à retrouver la moitié des restes d'un crâne de mégalosaure. Et les mégalosaures n'avaient pas été réétudiés depuis plus de presque une cinquantaine d'années ou une soixantaine d'années. Et surtout, on n'avait jamais retrouvé de matériel. Donc c'était assez intéressant puisque c'est historiquement les animaux qui sont les premiers dinosaures décrits, hein, puisque Cuvier a décrit les premiers restes, sans le savoir, de dinosaures d'un point de vue scientifique en 1800. Et puis Megalosaurus, c'est le premier dinosaure qui a reçu un nom, hein, par Buckland en 1824. Donc voilà, il y avait cet aspect historique qui était très croustillant, le fait de retrouver du matériel, et puis en plus du matériel qui est quand même assez exceptionnellement bien préservé. Et donc ça a été aussi une occasion de réviser tout un tas de matériel, y compris effectivement donc Streptospondylus, donc les plus vieux restes que Cuvier avait déjà décrits en 1800. Et j'en ai encore un ou deux à décrire là au bureau qui avait échappé un petit peu aux paléontologues. Donc on a retrouvé ça à Rennes, du matériel supplémentaire. Et puis donc Poikilopleuron, qui est ce très beau dinosaure qui avait été découvert par Rod Deslongchamps en Normandie, donc dans les carrières de la Maladrerie, et qui malheureusement a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements alliés sur Caen avant le débarquement. Et Poikilopleuron, heureusement, il y avait des moulages conservés au muséum à Paris. Donc j'ai réétudié en fait en partie ces moulages. Donc voilà, donc il y avait une révision vraiment complète et intéressante à faire. Et puis remettre au goût du jour un petit peu les dinosaures carnivores jurassiques moyens. C'est quand même une période cruciale dans l'évolution des théropodes, puisque c'est la période où on va avoir toutes les lignées de théropodes qui s'individualisent. Donc c'est une période charnière dans l'histoire de l'évolution des dinosaures. Donc puisqu'on est sur la thématique des dinosaures français, est-ce que c'est des dinosaures qui ont foulé le sol français, on va dire entre guillemets? Il me semble qu'en Normandie, c'est pas du matériel qui est charrié plutôt, ou est-ce que c'est vraiment des choses qui vivaient localement? Alors au Jurassique moyen, on est le contexte, c'est on est en mer épicontinentale. En fait, l'Europe est un archipel d'îles, et en fait les massifs, les îles, on va dire les parties émergées sont les grands massifs. Donc le massif armoricain, massif central, massif de Londres et du Brabant. Après, on a un petit morceau de péninsule ibérique sûrement. Et donc cet archipel d'îles, on est vraiment en mer épicontinentale, donc des mers très très profondes. Il devait peut-être sans doute y avoir possibilité d'échange à certains moments entre ces îles. On serait un petit peu dans un contexte type Caraïbes ou Bahamas à l'époque actuelle. Les dinosaures qu'on a trouvés en Normandie ont voyagé, mais en fait ils étaient en bord de mer. C'est des animaux qui devaient vivre donc sur les îles, sur le pourtour des îles. Et en fait, j'aimais bien rigoler avec ça, avec les Normands, parce que je leur expliquais que les dinosaures normands, soi-disant les dinosaures carnivores normands, effectivement, la Normandie était complètement sous l'eau et en fait étaient des dinosaures bretons qui vivaient sur le massif central, le massif armoricain, et qui se sont déposés sur la côte. Et la côte se trouve être la Normandie. Donc en fait, c'est des écosystèmes, c'est un peu des mangroves, type mangrove actuelle. Donc les dinosaures devaient évoluer dedans. Ça explique aussi le fait que ces mégalosaures étaient sans doute pour la plupart d'entre eux pas des carnivores au sens strict du terme, mais devaient être aussi piscivores. Donc une adaptation très spécifique qu'on va retrouver en fait chez leurs descendants, les spinosaures.
Et en fait, ça, Œde des Longchamps l'a très très bien montré en 1837. Ça a été complètement oublié. Donc quand on voit tous les papiers qui sortent sur la piscivorie des spinosaures, je l'avais rappelé dans le papier de 2002 qui redécrivait Poikilopleurone, mais en fait, Œde des Longchamps en 1837, dans sa superbe monographie de Poikilopleurone, avait déjà remarqué qu'au milieu d'un des blocs qui contenait les gastralia, donc les côtes abdominales et la cage thoracique de l'animal, ben, il y avait sans doute les restes du contenu stomacal, et ces restes, ça comprenait des petits restes, des petites dents de requin et des restes de poissons qui avaient un aspect rouille. Et donc, en fait, Deslongchamps a très justement, déjà à cette époque, décrit ces restes comme le contenu stomacal. Donc, par extension, il n'y a pas que les spinosaures qui étaient piscivores chez les dinosaures, leurs ancêtres avaient déjà quelques petites adaptations, hein, puisque le crâne des mégalosaures est déjà très allongé. Et donc les mégalosaures étaient déjà en partie probablement piscivores il y a 160 millions d'années. On a des spinosaures en France? Comme tu es parti étudier au Maroc, j'imagine que tu as dû voir pas mal de spinosaures là-bas, mais... Alors moi, c'est surtout les spinos du Laos qui m'ont intéressé, puisque bah, et en fait, à part des dents, pendant très longtemps, on ne connaissait rien, donc j'ai eu la chance de tomber sur un beau squelette. Et puis là, bah, je suis normalement, j'espère d'ici un an, on pourra publier la suite, puisqu'en fait, on a le squelette cervical complet de l'animal. Donc je vais redécrire le squelette axial. Il y a quelques trucs assez marrants. On a des petites dents aussi, mais malheureusement, on n'a pas trouvé le crâne. On a trouvé tout le squelette axial, mais pas le crâne, il y a 2 ans quand on est retourné au Laos. Et en France, non, en spinosaure, pour l'instant, il y a des petites dents qui traînent à gauche, à droite, mais on n'a pas encore trouvé un seul os véritable de spinosaure. Donc on avait bon espoir à Anjac de trouver ces spinosaures, parce que Anjac a été daté dans le papier de 2012 on va dire, à la fin du Crétacé inférieur, donc au Barémien, au Terrivien. Et en fait, on se rend compte que grâce aux faunes de charophytes, que Anjac est sans doute un petit peu plus vieux que ça, donc sans doute plutôt à la base du Crétacé inférieur, donc au-dessus de Chassiron et Cherves, mais pas aussi haut dans la série stratigraphique. Et Et du quelle coup, date ça à peu près? ça fait Berriasien, donc on est à peu près à 140 millions d'années. Et à 140 millions d'années, bah, les restes de spinosaures, malheureusement, toutes les dents de baryonyx qu'on connaît très très bien dans le Wildien sont un peu plus récentes que ça. Donc si vraiment on pouvait trouver des restes de spinosaures à Anjac, ça serait sans doute les plus vieux restes de spinosaures, si on arrive à démontrer que c'est bien du spinosaure. Ça serait sans doute les plus vieux restes de spinosaures qu'on connaisse en France. Mais pour l'instant, avec tout le travail qu'on a fait, je suis pas très très optimiste sur le fait qu'on puisse trouver du spinosaure en Anjac. Bon bah puisqu'on est parti sur Anjac, par rapport aux faunes qu'on trouve au Jurassique, Anjac, il y a des correspondances. Est-ce qu'il y a des... Alors en fait, en France, donc on est en train de préparer justement cette exposition sur Anjac, et on travaille en fait, on va travailler sur plus largement sur toutes les découvertes qui ont été faites en Charente ces 15 dernières années. Donc il y a 3 grands gisements. Il y a le gisement de Cherves de Cognac, qui a été exploité par Jean-Michel Mazin pendant pas mal de temps. Alors qu'il y a un gisement qui est quand même en contexte lagunaire. Donc on a effectivement un espèce de biais écologique, et on a surtout à Cherves, ce qui fait que Cherves est intéressant, c'est qu'on a énormément de crocodiles, donc du Goniopholis, on a plus ou moins la même espèce à Anjac, et on a énormément de micro-restes, dont des mammifères. Après, il y a un deuxième gisement un peu plus récent qui est exploité depuis aussi de très nombreux collègues, qui est le gisement de Chassiron. Donc c'est Dominique Habit qui coordonne tout ça. Donc Chassiron, c'est sur l'île d'Oléron. Et Chassiron, c'est pareil, c'est plutôt un environnement, on va dire, côtier, mais même si on est sur la côte, il y a vraiment quelques, on va dire, taxons qui sont clairement marins, il y a aussi des taxons clairement continentaux, comme des amphibiens. Donc on sait on est sur la côte, mais à un endroit où il y a des arrivées sans doute importantes. Alors est-ce que c'est un fleuve, je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, on a un contexte sédimentologique continental qui est quand même présent. Mais on n'a pas de gros animaux non plus, de très très gros animaux, comme on va en avoir à Anjac. Et Anjac, en fait, on est en milieu beaucoup plus proximal. Et là, on va se trouver avec une faune qui est complètement continentale. Il y a très 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 peu de marqueurs de milieu marin à Anjac. Il y a quelques bryozoaires et quelques forames, mais c'est tellement peu par rapport à toute la masse de données qu'on a sur les animaux continentaux qu'on est vraiment au milieu plus proximal.
Donc grosso modo, on a 3 gisements en Charente qui se suivent dans le temps et plus ou moins dans l'espace. On va dire qu'on a Chasseron, qui est le plus vieux, qui est clairement jurassique. Après, on va passer à Cherves, qui est plus lagunaire et qui est à la limite Jurassique-Crétacé. Hein. On passe sans doute la limite Jurassique-Crétacé avec le gisement de Cherves. Et après, on va avoir Anjac, donc où là, on est beaucoup plus proximal et on est dans un milieu beaucoup plus continental, beaucoup plus riche en dinosaures. Il y a eu des vidéos récemment sur, je crois que c'était sur Universcience, où ils parlaient des plumes qu'on avait retrouvées dans l'ambre et aussi d'une empreinte de plume qui avait été retrouvée sur une sorte de schiste. Ça vient de quel gisement, ça? Alors ça, la plume dans l'ambre, c'est beaucoup plus récent. C'est l'Aptien albien, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a il y a tout le Crétacé, en fait, il y a toute la série Crétacé inférieure qui est représentée en Charente jusqu'au Cénomanien. Et en fait, la Charente, en fait, le renouveau, c'est surtout l'équipe de Rennes, hein, donc Didier Néraudot, Romain Vulot, Vincent Perrichot, qui travaillent sur les environnements de la fin du Crétacé inférieur. Et au départ, tout a tourné autour de la découverte d'ambre. Et cette ambre, pour l'instant, malheureusement, si je ne dis pas de bêtises, on la connaît pas justement avant l'Aptien. Donc l'ambre le plus vieux qu'on connaisse en Charente est Aptien. Et tout le monde aimerait retrouver de l'ambre du Crétacé inférieur parce qu'on a les conifères et on les a bien en Jacques. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on n'a pas du tout d'ambre dans ces gisements-là. Donc les plumes retrouvées en Charente sont beaucoup plus récentes. Elles sont plutôt à 115, 120 millions d'années que le gisement d'Anjac qui lui est à 140 millions d'années. Ah, c'est pas des plumes de Mimo, alors. Ça sera pas des plumes de Mimo, mais ça peut être des plumes de Dino, ce qui est déjà pas mal. Mais de toute façon, pour trouver les plumes de Mimo, ça va être ouais. Alors, on a toujours la possibilité, hein, Anjac, on a quand même un gisement exceptionnel tant par la quantité que par la qualité. Donc, c'est un Lagerstätten, mais c'est à la fois un conservat Lagerstätten. Et voilà, donc on a la conservation et puis aussi on a un nombre de fossiles complètement hallucinant. Donc il n'est pas impossible qu'un jour, en démotant nos argiles, hein, puisqu'on ouvre des blocs d'argile avec les mains, il n'y a pas besoin de gros outils, il n'est pas impossible qu'un jour on puisse tomber sur une empreinte de plume qui ait laissé son empreinte dans les argiles, de la même façon qu'on peut très bien trouver des ailes d'insectes ou des choses comme ça. Donc on ne désespère pas de ce côté-là. Il y a des oiseaux à l'époque, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas dans notre faune. Dans les micro-restes, contrairement à Cherves où ils avaient repéré des petites dents d'archéoptérygidés, nous on n'a pas encore trouvé ça à Anjac. On a une microfaune très très abondante, on a nous aussi trouvé tout un tas de mammifères aujourd'hui, mais on n'a pas encore pu montrer avec certitude qu'on avait des dents qui pourraient être attribuées à des oiseaux. D'accord, tu t'as dit Conservat Lagerstätten, ça veut dire qu'il y a une Ouais. chance de trouver des restes de contenu stomacaux, de plumes et tout ça, c'est... Alors voilà, bon et puis déjà en termes de conservation, on a souvent tendance à oublier que tous ces beaux gisements de dinosaures à plumes en Chine, on les appelle Conservat Lagerstätten parce qu'on conserve des choses assez extraordinaires comme les plumes, mais il faut savoir que le problème de ces gisements en Chine, c'est que les plumes sont peut-être bien conservées, mais les squelettes ne le sont pas. Quand on étudie tous les dinosaures à plumes en Chine, c'est très compliqué à étudier parce que c'est quand même des crêpes. Faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. La plupart du temps, les squelettes sont très aplatis. On n'a pas accès à la 3D. Et en paléontologie, quand on fait de la morphologie, quand on n'a pas la 3D, c'est vraiment très compliqué et on peut très rapidement aller dans la surinterprétation de certaines structures. Donc voilà, il faut se méfier quand on parle de ces conservat Lagerstätten. C'est vrai pour les plumes. En Jacques, ce qui est extraordinaire, c'est la préservation des os. Parce que nous, on a des os en 3D qui sont conservés, les os de Mimo sont conservés de façon, j'ai vraiment jamais vu ça ailleurs. J'espère que dans le temps, des gens qui sont plus spécialisés dans la morphologie fonctionnelle prendront le temps d'étudier les os de Mimo pour étudier toutes les attaches musculaires, parce qu'il y a un gros et beau travail, je pense, à faire là-dessus. Tellement on a d'éléments et de petits détails sur les os que d'habitude on ne voit jamais sur les os qu'on trouve dans des environnements plus gréseux ou autres. Donc voilà, on a cette possibilité, on a ces os parfaitement conservés, et on a des petites choses hein, aussi, on a des cuticules qui sont très bien préservées, on a des plantes qui sont très bien préservées. Donc maintenant, là, ça sera plus de la chance. Mais effectivement, rien ne nous empêche de penser qu'un jour on peut trouver des plumes fossilisées dans les argiles d'Anjac. Alors, bah du coup,
Au niveau de cette faune d'Anjac, donc on connaît beaucoup le mimo, et puisqu'on parlait de carnivores, est-ce qu'il y a d'autres théropodes que le mimo? Est-ce que vous en avez découvert d'autres? Alors malheureusement non, ça c'est le seul problème que j'ai. On a une faune d'herbivores très complète, hein, on a un sauropode, enfin on a plusieurs spécimens, mais d'une seule et même espèce de sauropode. On a maintenant, je pense que Jean et Laure en ont bien parlé. On a surtout maintenant des stégosaures avec à la fois les os et les empreintes. Ça aussi c'est exceptionnel, hein, d'avoir des os et des empreintes dans un même gisement. Je crois qu'il y a pas beaucoup d'exemples dans le monde où on a ce type de choses. On a des iguanodons, des hypsilophodons, enfin voilà, on a tout un tas d'herbivores. On a donc nos théropodes, nos mimos qui étaient sans doute herbivores ou omnivores, on va dire. Et en carnivore, on a des tonnes de dents de théropodes. On en a vraiment beaucoup, on doit en avoir une quarantaine ou une cinquantaine facilement. Et on a un seul os qu'on a trouvé l'année dernière. Donc l'année dernière, c'est vrai que j'avais eu un petit coup de ça a bien pulsé à un moment, je me suis dit, ah, enfin des os de théropodes. Donc on a trouvé une magnifique griffe, en plus un os assez emblématique, donc on peut pas tellement se tromper sur son interprétation. Donc on a trouvé une griffe de gros théropodes qui était dans un contexte sédimentaire un peu particulier en Jacques, c'est-à-dire qu'on était plus ou moins dans un chenal. Et donc cette année, l'idée, ça a été de creuser un petit peu plus en avant ce chenal pour voir s'il n'y avait pas la suite de notre théropode. Et bah, manque de bol. Là, ça n'a rien donné. Par contre, en poursuivant, c'est là qu'on a trouvé tous les restes du stégosaure. Donc voilà. Donc on manque encore un peu de théropodes à Anjac. Avec les dents, on peut quand même dire qu'on a au moins trois théropodes présents dans les écosystèmes alentours. Donc on a un grand théropode carnivore qui doit ressembler au Néovenator anglais, donc un Carcharodontosaure, un allosauroïde, on va dire. On a des petites dents très particulières qui sont complètement asymétriques, qui se rapprochent des Eotyrannus. Donc Eotyrannus a été décrit comme peut-être un tyrannosauroïde primitif. Donc ça, on a en Jacques. On a ces dents vraiment très très particulières qu'on connaît ailleurs en Europe. Et puis on a aussi ces petites dents aussi qui sont bien caractérisées, qui rappellent un taxon qui avait été décrit il y a très longtemps aussi, qui avait été appelé Nutetes, et qui serait sans doute du droméosaure. Donc on sait qu'on a trois carnivores au moins, avec sans doute des morphologies très différentes. Mais pour l'instant, malheureusement, ça ne reste que des restes dentaires, donc ça va pas nous permettre d'aller quand même très très loin. Et on est toujours à la recherche de restes post-crâniens ou même crâniens de théropodes. Et là aussi, c'est pareil, hein, on est très très loin d'avoir fini de fouiller en Jacques. Rien ne nous dit que, de la même façon que le stégosaure est très localisé dans la carrière, rien ne nous dit que dans l'année prochaine ou dans 3 ans ou dans 4 ans, je ne sais pas, en étendant les fouilles, on ne puisse pas tomber sur des restes d'un dinosaure carnivore. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Dans cette liste d'affinités potentielles de ces carnivores, il y a Eotyrannus qui m'évoque plutôt l'Asie, c'est ça? Je me trompe pas? Non, alors non, Eotyrannus avait été décrit en Angleterre C'est en- d'abord. Par contre, c'est vrai que les plus vieux tyrannosauroïdes. Alors, pendant un moment, on a trouvé les plus vieux tyrannosauroïdes en Asie. Effectivement, bah, ça a été la découverte du Liaoning avec Guanlong, Dilong et tout ça. Sauf que quand on a trouvé ces gisements-là, on s'est rendu compte qu'en Europe, on avait des animaux qui leur ressemblaient. Et en particulier, un animal qui est connu en Angleterre depuis la fin du 19e siècle, qui s'appelle Proceratosaurus, et qui a été réétudié par mon collègue Oliver Raoult à Munich, là, qui a travaillé avec le British Museum. Et donc, Oliver avait retravaillé et avait montré que si Guanlong et Dilong sont vraiment des tyrannosauroïdes, bah, Proceratosaurus en est aussi un probablement. Bon, après que ces trois taxons soient vraiment à la base des tyrannosauroïdes, je pense que, bon, moi, d'un point de vue personnel, je pense qu'il y a peut-être encore il va falloir aller un petit peu plus loin dans les analyses pour le prouver de façon ferme et définitive. Disons que c'est pas un résultat que je prends comme vraiment définitif à 100%. Par contre, ce que tu dis sur les faunes asiatiques, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que on avait pas mal de points communs finalement entre nos faunes d'Anjac et d'Asie. On a des taxons qui sont communs.
On a comment ça s'appelle, les ornithomimosaures déjà. Alors on sait qu'à cette époque-là, il y en a justement là où tu te trouves actuellement en Afrique du Sud, puisqu'il y a un Coebasaurus qui a été décrit il y a quelques années, qui serait un des plus vieux ornithomimosaures. Alors là, on en aura peut-être un qui est encore plus vieux à Anjac. Et puis on sait surtout que sinon tous les autres ornithomimosaures primitifs sont connus en Asie. Donc ça met en évidence des relations sans doute assez étroites entre l'Asie et l'Europe à cette époque-là, et dans une moindre mesure aussi sans doute entre l'Europe et l'Afrique. Donc voilà, il y a ces taxons-là. Il y a aussi des taxons de ptérosaures qui ne sont communs qu'à l'Europe et à l'Asie. Il y a des taxons de mammifères. Et puis, il y a des taxons qui ont une répartition beaucoup plus vaste, comme on va dire même les stégosaures, qui sont bien connus en Europe, mais qu'on connaît aussi et en Chine et en Amérique du Nord. Donc voilà, il faudra qu'on précise un petit peu lors des monographies qui sortiront sur les animaux d'Anjac, qu'on précise vraiment les relations de chaque animal. Pour l'instant, le seul truc sur lequel on est sûr, c'est qu'on a une tortue qui est très proche de la forme anglaise, donc de Pleurosternone, et on est quasiment sûr aussi que notre grand sauropode est sans doute très très étroitement apparenté, si c'est pas la même chose, mais apparemment c'est un petit peu différent, du Turiasaurus qui a été décrit en Espagne par Rafael Royo Torres, qui nous file un coup de main chaque année sur le terrain. D'accord. Donc une faune proche de l'Asie mais rattachée un petit peu à l'Afrique. Ça rappelle un peu ce qui se passe au Crétacé supérieur, non? Ça, l'Europe un peu en forme de carrefour des faunes. Alors en fait, ce qui est plus intéressant dans cette histoire-là, c'est surtout, ouais, alors l'Europe comme carrefour de faune. En fait, je pense que l'Europe est restée un carrefour des faunes pendant tout le Mésozoïque. On l'a montré récemment aussi pour le Trias, puisque avec Maxime de Busquereux, qui a retravaillé, mon étudiant qui a retravaillé sur la faune de mammifères de Saint-Nicolas-de-Port, on a montré qu'on avait du Mégasostrodon, donc quelque chose qui existe aussi en Afrique du Sud. Donc on montre déjà que l'Europe était en carrefour, donc Mégalostrodon, Morganucodon, des animaux qui sont au carrefour entre Afrique, Europe et Asie. On a pu montrer aussi après que au Jurassique moyen, finalement, les faunes de mégalosauroïdes, les mégalosaures étaient présentes à peu près partout dans le monde. Donc on est à l'origine de tous ces groupes-là. Donc je pense qu'on va de plus en plus dans des faunes qui sont en fait très uniformément réparties pendant, on va dire, tout le Trias, Jurassique inférieur et Jurassique moyen. Et petit à petit, on va avoir des endémismes plus ou moins marqués parce qu'on a des faunes quand même très particulières. En Asie, on a ces Mamenchisauridae qui sont quand même très particuliers, ces grands sauropodes avec un cou incroyablement allongé. Mais c'est vrai qu'on a pendant très longtemps postulé un isolement de l'Asie pendant le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur. Et l'Asie était peut-être pas aussi isolée qu'on a voulu le dire. Et on a sans doute des relations qu'on pourrait envisager entre Asie et Europe à cette époque-là. Par contre, au Crétacé sup, c'est vrai que là, on a un endémisme, on va dire, un peu plus marqué. L'Europe est vraiment redevenue un archipel à ce moment-là. Et l'Europe, en fait, est un espèce de mélange de zone africaine, asiatique. Enfin, je crois qu'on a encore beaucoup de questions à se poser sur le Crétacé sup européen. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est l'Europe qui va distribuer les dinosaures un peu partout dans le monde, ou si c'est les dinosaures d'un peu partout dans le monde qui vont se retrouver en Europe. Quoi qu'il en soit, la faune du Crétacé supérieur d'Europe, la faune de dinosaures du Crétacé supérieur d'Europe, elle est très très compliquée à mon sens, à comprendre d'un point de vue de la paléobiogéographie. C'est plus facile au Jurassique et au Crétacé, où on se rend compte que finalement, il y a pas mal d'échanges encore possibles transcontinentaux. Je vais me permettre un petit plaisir, un mini hors-sujet, parce que t'as parlé des mammifères. Ouais. C'était notre 100e vidéo ce matin, donc voilà, je me permets un cadeau d'anniversaire. Il y a un bel article qui est sorti, alors je sais pas si vous l'avez aussi, puisque c'est international, mais Pour la science, là, il y a un article de Steve Brusati et de Zexilio qui est sorti sur justement la diversité des mammifères au Mésozoïque. Donc ça fait plaisir de voir que ça arrive au niveau du public, parce que ça fait quand même quelques années qu'on est quand même plusieurs à dire que les mammifères mésozoïques méritent beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on leur offre à l'heure actuelle. Il y a quand même eu tout un tas de découvertes assez extraordinaires faites en Chine, mais il y a aussi tout un tas d'autres matériels qu'il faut reprendre. T'en sais quelque chose, toi-même. Donc voilà, c'est bien que des gens repartent et continuent à explorer cette branche-là. Il faudrait plus de monde. Et il faudrait plus de monde sur le terrain, surtout aussi pour aller les chercher, parce que je pense qu'il
il y a des découvertes magnifiques et on va se rendre compte que en fait l'histoire des mammifères est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous a raconté pendant pas mal d'années pendant nos études où on nous expliquait que de toute façon pendant le Mésozoïque tous les mammifères étaient tous plus ou moins pareils et que la véritable radiation des mammifères apparaît à la disparition des dinosaures. Je pense qu'au Jurassique moyen, il y a une radiation des mammifères qui est colossale et qu'il y avait une diversité sans doute plus abondante, même si effectivement il n'y avait pas de très très gros animaux, mais je pense que l'avenir est aux mammifères mésozoïques. Et alors du coup, ils ressemblent à quoi les mammifères d'Anjac? Oh, les mammifères d'Anjac, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments, rien d'extraordinaire. On en a quelques-uns quand même. On a des multituberculés. Donc on a trouvé il y a 2 ans, c'était assez sympa. Bah, toi, tu connais peut-être bien ça, mais peut-être pas tous les auditeurs. Les multituberculés, il y a une prémolaire qui a une espèce de forme de, comment dire, de scie circulaire, on va dire. Et donc, on a retrouvé une prémolaire de ces multituberculés. Donc ça, c'était sympa parce que c'était une pièce exceptionnelle et puis qui nous donne tout de suite le groupe auquel on a affaire. Et sinon, on a quand même aussi quelques dents qui sont plus de forme triconodonte, donc des mammifères un peu plus complexes. Alors maintenant, on n'a pas encore été assez dans le détail pour savoir à quel groupe on a affaire, mais on a déjà au moins 4 ou 5 taxons différents de mammifères en Anjac. Rien qui se rapproche pour l'instant des terriens, mais voilà, ça arrivera peut-être dans un avenir proche. On continue à travailler tranquillement sur le micro. On a déjà tamisé, je crois, environ pas loin de 7 ou 8 tonnes de sédiments. Après, ce qui est très très long, c'est le tri. Alors là, on a de la chance, on a quelqu'un à Angoulême, Gilles Bailly, qui nous aide vachement. Il est prof de sport, mais il est aussi paléontologue amateur. Et quand il a un moment, il se précipite au musée d'Angoulême et il nous fait du tri. Et c'est lui qui est en train de, petit à petit, de nous constituer toute la microfaune d'Anjac. Et ça va être plutôt sympa, je pense. Donc c'est du petit, ces mammifères, c'est du Ah taille, ouais, c'est taille d'une vraiment du. souris ou d'une musaraigne, c'est ça? Ouais, voilà, c'est pas, on est sur des tailles, ça c'est même déjà, j'ai envie de dire, quasiment pour les plus gros. Oui, oui, ça reste des mammifères de petite taille. Et pour l'instant, on n'a que des dents. Mais c'est pareil, hein, faut pas oublier qu'on est toujours on est toujours dans la possibilité à un moment, sur une lentille ou sur quelque chose d'un peu particulier au niveau d'Anjac, de tomber sur des restes beaucoup plus complets d'un de ces petits animaux. D'accord. Je précise, t'as parlé de terriens. Donc pour ceux qui connaissent pas, terriens, ça veut pas dire qu'on s'attend à trouver des mammifères extraterrestres. Ça veut juste dire que ils appartiennent au groupe des marsupiaux, enfin qui englobe les marsupiaux et les placentaires. Petite dernière question, car on est déjà à 45 minutes à peu près. Petite dernière question, tu as évoqué tout à l'heure une exposition à Anjac. Est-ce que c'est possible de nous en parler ou est-ce que c'est encore confidentiel? Alors non, c'est pas du tout confidentiel. Au contraire, il faut que ça sorte des cartons parce qu'on va avoir sans doute besoin d'aide. On s'y est peut-être pris un petit peu tard, mais on devrait quand même y arriver. Donc Donc c'est un appel à bénévoles. c'est un appel à bénévoles, un appel aux dons, un appel à tout ce que vous voulez. Donc grosso modo, on s'était dit qu'après 6 ans ou 7 ans, comme le public nous suit quand même très largement depuis le début, puisqu'on a toujours fouillé, j'ai envie de dire, au vu su de tout le monde, hein, donc tout le monde peut voir ce qu'on fait, tout le monde peut nous suivre. Pour ceux qui veulent, il y a un excellent 53 minutes qui vient encore de sortir, donc qui était sorti sur une plateforme qui s'appelle Comic Strip, qui suivait en Jacques. Et en fait, donc Nicolas Albert nous avait filmé l'année dernière. Il avait déjà fait un 52 minutes sur les traces de Mazan, notre dessinateur. Et il s'est tellement pris au jeu que cette année, il a décidé de revenir nous voir et refilmer. Et là, le film de la campagne 2016 est en ligne donc sur Comic Strip. Donc vous retrouverez un petit peu les gens que vous avez interviewés l'autre jour. Donc Laure, Jean, moi, Jean-François Tournepuis, enfin tout le monde. Et surtout avec les images de la campagne de fouille. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie, voilà, je fais notre petite pub. Mais donc on a décidé aussi de faire cette exposition. Donc cette exposition, elle a quand même reçu un label national du ministère de la Culture. Et donc on est en train de la monter. Donc l'idée, c'est de présenter ces faunes des dinosaures de Charente dont je parlais tout à l'heure. Donc les faunes, pas que de Anjac, mais aussi de Chassiron et de Cherves. De les présenter, de les remettre en contexte, de montrer un petit peu toutes les découvertes qu'on a fait, de les remettre en contexte, on va dire, global, parce que la paléontologie locale, c'est intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que les faunes qu'on a trouvées dans ces gisements nous renseignent sur toute l'évolution de nos groupes. Donc ça s'arrête pas au niveau charentais.
Et donc là, on travaille sur tout un tas de choses différentes. Donc il va y avoir un livre. Donc là, il y a tout un tas de collègues, tout un tas de paléontologues français qui vont participer à l'écriture de cet ouvrage. Donc ça sera un gros livre de 150 à 200 pages, je pense. Et puis on travaille sur l'exposition. Donc il y a plusieurs éléments. On va essayer de reconstituer au moins une grosse patte de notre grand dinosaure. Donc une patte qui devrait faire quand même dans les 5 mètres de haut à peu près. Donc là, on a ouvert, pour nous aider à faire ça, on a ouvert une plateforme de crowdfunding donc sur Balbintone. Et donc si les gens veulent nous aider, ben on prend, voilà, je crois on a demandé jusqu'à 8 000 € pour pouvoir faire travailler des mouleurs qui vont nous faire une reconstitution de cette pâte-là. En parallèle, moi je suis en train de travailler avec mon collègue au muséum Florent Goussard sur la reconstruction en 3D d'un squelette complet d'Ornithomimosaure. Donc on a terminé, j'allais dire aujourd'hui, mais en fait ça sera demain parce qu'on a encore quelques petits trucs à faire. Et donc maintenant on va aussi de démarcher des compagnies qui font de l'impression 3D, hein, puisque un MIMO qui va faire à peu près 3 mètres de long sur 1 mètre 50 de hauteur à prototyper, sachant qu'on veut prototyper toutes les pièces une par une, donc un squelette complet, ça fait plus de 200 pièces. Ça coûte quand même 25 000 €. Donc là, on est en train de travailler, alors surtout là peut-être avec un partenariat de notre institution, donc du muséum. Mais voilà, hein, donc on a aussi fait appel à des mécènes locaux, puisqu'on a tout un tas de personnes, d'entreprises qui nous aident quand on est en Charente, hein, que ce soit les carriers, les viticulteurs ou autres. On a tout un tas de gens derrière nous. Donc voilà, on voudrait que ce projet continue à rester un projet très ouvert au public. Et donc, on espère pouvoir monter cette expo. Donc, cette expo, elle a un avenir pas encore complètement défini, mais elle sera au moins présente donc, pendant 6 mois l'année prochaine à Angoulême. Après, elle va voyager à La Rochelle. Après, il faut que j'en discute avec des collègues étrangers, savoir s'il y a des gens qui veulent se mettre sur les rangs. On a des contacts avec la Suisse, avec les Belges, donc il faut qu'on voit un petit peu. Et on espère qu'elle viendra finalement au muséum en 2019 ou en 2020. Et donc, on pourra la présenter à un public le plus large possible. Donc voilà. Donc reconstituer ces faunes du Crétacé inférieur et remettre ça en contexte paléontologique. Il y a tout un tas d'histoires à raconter puisqu'on a vraiment énormément d'animaux. Donc si tout se passe bien, enfin normalement c'est pas même pas si tout se passe bien, tout va bien se passer, ça va être dur, mais on devrait inaugurer à Angoulême au mois de mai l'année prochaine. D'accord, donc chers auditeurs, le lien vers la vidéo comic strip et le crowdfunding seront dans la description. Dès que... Voilà, et faites passer sur les réseaux sociaux s'il y en a qui sont passionnés de paléontologie, c'est vrai que vous êtes la plateforme idéale pour faire de la pub un petit peu partout, parce que c'est pas toujours évident de mettre les personnes au courant, mais voilà. C'est vrai que la moindre petite aide peut faire qu'on aura des belles reconstructions de dinosaures à l'arrivée. Ouais, parce que pour reconstruire ce squelette complet de Mimo, vous êtes obligé de scanner individuellement chaque pièce. Alors voilà, ce qu'on a fait, c'est que on voulait pas faire une sculpture parce que finalement, on veut rester le plus scientifique possible. Donc en fait, depuis 2010 qu'on trouve du Mimo, il faut savoir qu'on est aujourd'hui à entre 2500 et 3000 éléments squelettiques de Mimo qui ont été découverts. Donc on a la chance que tous ces éléments ont été préparés. Quand je dis préparés, c'est qu'ils sont vraiment nickel. Après, moi, mon travail, ça consiste évidemment à les identifier. Donc il y a des choses, c'est facile. Une fois que vous avez identifié un fémur, par contre, les vertèbres qui sont pas dans l'ordre. Donc on a près de 45 vertèbres caudales, 6 vertèbres sacrées, 12 vertèbres dorsales et 10 vertèbres cervicales. Quand il faut les remettre dans le bon ordre pour reconstituer un squelette, si on veut faire une reconstitution la plus scientifique possible, ça a pris beaucoup de temps. Donc voilà, ça, on l'a fait et donc on est parti du matériel vraiment d'Anjac. Donc toutes les pièces ont été scannées en 3D. Hein, c'était un scan simplement surfacique. Et une fois qu'on a eu les scans en 3D, comme on a au moins 40 individus différents dans le bonne bête d'Anjac, le gros travail aussi ensuite, ça a été de les remettre à l'échelle, puisqu'on avait des animaux qui étaient de tailles différentes. Donc ça aussi, ça a impliqué tout un tas de voyages pour aller voir des autres ornithomimosaures, pour tout un tas d'études pour pouvoir faire cette mise à échelle. Et donc aujourd'hui, on a terminé et on peut proposer un squelette quasi complet. Alors il nous manque un petit peu la partie avant du crâne, malheureusement. Et puis quelques os qu'on n'a pas. On a toujours ce problème, cette histoire incroyable avec les mains de Mimo qu'on n'a toujours pas trouvé.
Mais pour le reste, voilà, on a un squelette complet qui est maintenant fait en 3D et qui va être prototypé. Donc chaque pièce va être imprimée en 3D de façon indépendante, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des gros blocs. Et après, on fera un surmoulage de ces pièces. Et ce qu'on voudrait dans un deuxième temps, c'est faire plusieurs tirages de ces squelettes pour pouvoir essayer de proposer au public une reconstruction d'un semblant de troupeau, au moins 3 ou 4 individus dans des positions différentes. Donc voilà, ça c'est le but avoué. Je ne sais pas si on pourra le faire en moins d'un an, mais déjà ce qu'on voudrait, c'est avoir notre prototypage de Mimo. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, il manque un petit peu de fond, mais j'espère que ça va se débloquer d'ici la fin de l'année. D'accord, bah en tout cas, vous avez tout notre soutien. On va partager tout ça sur la toile. Eh ben merci beaucoup. Bon, bah, et puis bah, on vous souhaite aussi beaucoup de chance et de courage pour monter tout ça, parce que c'est en plus de tes cours et en plus de la gestion des collections, ça fait quand même une quantité colossale de travail. Ça fait beaucoup de travail, mais bon voilà. Après, quand on est plusieurs sur des projets, ça permet d'avancer. Et puis bon, ça reste, c'est pas le travail le pire qui existe, je pense. Donc voilà. Bon, même si des fois on le fait en râlant, on le fait plutôt de bon cœur. Bon bah merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire une pour la découverte ou des bras de Mimo ou de mieux Ah en bah ouais. Si on découvre les mains de Mimo, on fera un truc international, je pense. On fera une communication à toutes les grandes chaînes parce que ça sera tellement incroyable que. Non, non, mais on vous expliquera tout sur les mains de Mimo bientôt et on vous expliquera pourquoi on les a pas trouvées. D'accord. Oh, il y a une raison à ça. Ouais, en fait, on les a probablement trouvées, mais on n'arrive pas à les identifier. C'est parce on a des paléontologues qui sont peut-être pas assez brillants sur place, mais bon, on le dira pas. Donc voilà. Ok. Bon bah merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.